Le podcast Vibe avec ton enfant intérieur est sponsorisé par Meizo. Je suis hyper contente d'avoir ce premier sponsor sur ce podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Meizo, en fait, c'est un centre de flottaison, de soins et d'introspection qui est unique en Europe. Ils ont 3 centres, un à Paris, Barbès, un autre à Lyon et un autre à Paris, Olympiade. Et c'est une expérience sensorielle unique. Vraiment, en gros, c'est, imagine-toi, un environnement où plus rien n'a de gravité, dans tous les sens du terme. Tu vas être invité dans une espèce de capsule qu'ils ont créée eux-mêmes et dans cette capsule se trouve un bassin d'isolation sensorielle. Tu vas t'y mettre nu ou en maillot de bain si tu le souhaites et l'idée pour toi est de flotter dans une eau qui est chargée en sel de magnésium. C'est assez incroyable parce qu'en fait, tu ne vas plus avoir aucune sensation de ton corps et ça va te permettre de faire le vide, de te libérer des tensions mentales, musculaires. Ça va être également sûrement l'opportunité pour toi de partir en introspection, à la découverte de tes mondes intérieurs, de ton inconscient, de ton imaginaire. C'est idéal également d'aller flotter si tu as envie de résoudre des problèmes ou trouver de nouvelles idées dans un environnement qui est vraiment propice à la réflexion. Et of course, il y a des bienfaits physiques, des bienfaits qui sont liés à la méditation, à l'isolation sensorielle et à la flottaison dans le sel de magnésium. Meizo, c'est une expérience que je recommande à toutes les personnes qui sont ouvertes aux expériences un peu différentes, transformatrices. Si tu as besoin de te ressourcer et de n'avoir aucune stimulation extérieure, je parle souvent sur Instagram des différents types de repos, typiquement Meizo, c'est un moyen pour toi d'activer ou d'aller nourrir un repos sensoriel et bien d'autres repos si tu arrives à faire ce lâcher prise. Donc, si tu as envie d'expérimenter la flottaison et l'isolation sensorielle via Meizo, tu es au bon endroit. Parce que grâce à ce partenariat, tu as la possibilité d'expérimenter une séance découverte à 49€ au lieu de 65€. Franchement, c'est trop stylé, je suis trop contente de pouvoir te proposer ça. C'est vraiment une expérience à vivre. Merci infiniment Meizo pour ce partenariat. J'espère que vous allez en profiter, j'espère que tu vas en profiter. Et maintenant que la page pub est passée, on retourne à l'épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et comme d'hab, je suis hyper contente de t'avoir, d'avoir ton attention pour cette nouvelle capsule qui va nous permettre d'entrer dans l'intimité de notre invité du jour qui s'appelle Aude et qui va nous parler de sa relation avec son enfant intérieur. Alors, un petit peu de contexte, ce podcast, il a été enregistré cet été et en fait, c'est le premier épisode du podcast que j'ai enregistré. Donc, tu le verras dans l'intro, je suis en mode encore, je ne sais pas très bien où je vais, je ne sais pas très bien qui je suis, mais ne t'inquiète pas, les choses ont bien évolué, on est ancré, on sait où on va et on connaît la puissance du podcast, donc ça c'est très cool de voir l'évolution. Et je vais te présenter un petit peu Aude qui s'appelle également Sunshine Harmony, c'est son nom d'artiste et pour le coup elle est artiste multi-instrumentiste néo-R&B et elle vit à Paris. Ses parents sont camerounais et ivoiriens par son père et elle écrit et compose de la musique depuis son enfance et elle a fait de nombreuses scènes et de toute façon je te mettrai la bio de Aude dans la description. Avec Aude, on a évoqué pas mal de sujets hyper intéressants, notamment la puissance et le pouvoir de la thérapie, la vie en internat qui peut être également très difficile et une source de trauma ensuite à dénouer et à guérir. Aude nous a également parlé de la séparation de ses parents à l'âge de 2-3 ans et de son rapport avec la mort. C'était un épisode vraiment très puissant et Aude est une femme hyper mature en fait, hyper mature dans sa compréhension d'elle-même et je pense que il y a des clés d'inspiration pour toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ton chemin de reconnexion avec l'enfant intérieur. Aude, merci infiniment pour cette bulle d'intimité et bien évidemment, je te laisse écouter ce podcast et le partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui pourra en bénéficier si tu penses que ça résonne. Merci en tout cas pour ton attention et c'est parti pour l'épisode numéro 3 de Vibe avec ton enfant intérieur. Bonjour Aude. Hello, bonjour à tous. Aude, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, répondre à cette question, qui es-tu en ce moment ? Ok, alors en ce moment, je suis une jeune femme qui termine ses études, qui vit seule depuis longtemps. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours avec des potes. Parce que voilà, je me rendais compte que ça fait 8 ans que je vis seule et je me disais waouh, ça a été 8 ans d'introspection.
Donc voilà, je suis artiste musicienne un petit peu à la retraite. Ok, t'as quel âge juste parce que... Et j'ai 26 ans. Ok. Donc ouais, retraite anticipée. Mais je sais pas, j'ai un peu une vie de retraité. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'ai une vie un peu de retraité dans le sens vraiment de la retraite où t'es à l'écart de tout. Dans le sens où tu fais une pause sur beaucoup de choses, même si j'ai l'école. En vrai, ça représente un jour sur 7, donc c'est vrai que j'ai vraiment un sentiment de... Genre, quand je vais à l'école, d'aller à mon petit club. Du coup, Aude, je te propose de passer directement dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi l'enfant intérieur? Ou plutôt, comment est-ce que tu définirais ton enfant intérieur? Alors pour moi, l'enfant intérieur, ce... c'est le souvenir le plus lointain que j'ai de mes premières aspirations et de ce que je voulais devenir. On va dire que c'est l'image de l'enfant que j'étais quand je me disais quand je serai grande, j'arriverai à faire ci, je ferai ça. Ah, j'ai trop envie d'être adulte et de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Donc c'est un peu cette image de l'enfant qui comprend qu'à un moment donné, il va évoluer, qu'il va grandir et qui a en face de lui des adultes et qui se dit, bon, comment je serai quand je serai à leur place. Ok. Du coup, cette version de toi, elle a quel âge à peu près? Tu arrives à lui mettre un âge ou Moi, je dirais autour de 8 ans. Ok. Et tu l'appelles comment? Non, c'est vrai que pour l'instant, c'est Aude. Mais en même temps, il y a tellement peu de personnes qui m'appellent Aude que me ramener à Aude, c'est vraiment le moment où tout le monde m'appelait Aude de l'enfance. Donc voilà. Donc c'est vrai que ouais, quand j'y pense, c'est vrai que je pense totalement à moi en tant qu'enfant, en tant qu'Aude. En tant qu'adulte, il y a quand même une minorité de personnes qui m'appellent Aude parce que c'est plus personnel, en fait, c'est plus familial que tous les surnoms, noms d'artistes, noms de marques, etc. Ah, il y en a tellement. Mais mon nom d'artiste, c'est Sunshine Harmony. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont parler de moi que en tant que Sunshine Harmony. Après, il y a Sunshi, c'est un surnom qu'on m'a donné au lycée, collège-lycée. Donc, c'est majoritairement ces deux-là. Mais après, voilà, avec mes copines, on s'appelle Sista. Enfin, voilà, on va rarement s'appeler par nos prénoms et tout. Donc, c'est vrai que c'est rare quand j'entends Aude, c'est soit ma mère, soit des gens de la famille et tout. Donc, ça me ramène forcément à quelque chose de plus jeune. Surtout qu'en plus, dans ma vie d'adulte, j'ai tout de suite vécu seule, etc. Donc, ça me ramène directement à ma vie familiale, etc. quoi. D'accord. T'as des frères et sœurs, justement? J'ai... Je pose la question comme si je savais pas. Mais le peuple ne sait pas. Alors, c'est une bonne question. Alors, je connais les familles africaines. Mais bon, disons que j'ai grandi avec 2 de mes sœurs. J'ai 3 sœurs. Et voilà. Et après, je ne sais pas. Et après, surprise. Bon, après, surprise. Si, dans un prochain épisode. Et tu te situes à quel niveau, en fait, dans la famille? Moi, je suis la cadette. T'es la cadette. Ouais. Ok. Attends, la cadette, c'est quoi déjà? La dernière. Oui. Et Oui. C'est comme les doigts des mains, je sais pas comment on les appelle. Pareil. Ah oui, les doigts. Et le middle finger. Ouais, auriculaire. L'annulaire. Voilà. Des trucs comme ça. Ouais, Bon. On s'en sert jamais. Donc t'es la dernière. Ok. Ouais. Et donc tu parlais tout à l'heure de la notion de famille africaine. Donc pour ceux et celles qui écoutent, tu es de quelle origine? Alors moi, je suis ivoiro-camerounaise. Okay. Voilà, donc j'ai ma mère qui est camerounaise et mon père qui est ivoirien. Tu as grandi où et tu es née où? Je suis née à Saint-Germain-en-Laye. Okay. Bougie. Un peu bougie. Et j'ai grandi dans le 18e à Paris. D'accord. Voilà. Et quand j'étais petite, j'allais pas mal au Cameroun avec ma mère. Et j'ai été pour la première fois en Côte d'Ivoire à 22-23 ans. D'accord. Ok, ça marche. Donc, donc, en fait, je te pose ces questions-là parce que ça permet, en fait, juste de donner un peu plus de, comment dire, une vision plus claire de qui tu es, même si c'est pas en ayant tes origines ni savoir que t'es cadette qu'on va savoir tout de toi. Mais par contre, pour des personnes qui écoutent et qui disent « Ah ok, moi aussi je suis la cadette » ou « Ah moi aussi je suis telle origine, etc. » ou « Moi aussi j'ai grandi en France, nanana », ça permet juste par rapport à ton témoignage de faire des miroirs parfois. Totalement. Donc l'idée c'est aussi de travailler au niveau inconscient et de montrer en fait que même si on se connaît pas, on peut avoir des histoires qui sont similaires et donc du coup on peut avoir des réponses à certaines des questions qu'on se pose ou qu'on se pose pas d'ailleurs parfois. Donc c'est pour ça que je te demandais tout ça pour que les gens, les personnes qui écoutent, toi qui écoutes, puissent savoir un petit peu sur toi. Mais de toute façon je mettrai des informations dans la barre d'infos si vous voulez aller stalker Aude. Donc ok, et donc
ton enfant intérieur, t'as dit que c'était à peu près 8 ans, c'est ça? Et c'est quoi ton rapport du coup avec ton enfant intérieur aujourd'hui? Alors, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. J'essaye un peu d'être cet adulte que j'aurais voulu connaître quand j'étais petite, donc plutôt me dire, voilà, de quoi tu as besoin, comment tu vis cette situation, est-ce que c'est une situation que tu connais déjà? Et ouais, c'est un peu une discussion. Donc j'essaye de me dire, quand il y a quelque chose par exemple qui va me blesser ou qui va en tout cas faire surgir des réactions fortes, soit super heureux, soit super triste ou autre, je me dis, bon, est-ce que c'est une situation que tu connais? Et surtout, si elle t'impacte comme ça, est-ce que tu l'as connue très tôt? Et du coup, j'essaie un peu de faire le lien, en fait, tout le temps, d'être un peu dans... Oui, de regarder un peu. J'ai l'impression, oui, de rentrer un peu en introspection et de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est cette petite question qu'on pose en plus souvent aux enfants quand ils sont tristes ou quoi, de leur dire, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, c'est une question que je me pose souvent. Okay. Et c'est quelque chose que tu te poses de manière orale? C'est mental, c'est dans ta tête, tu l'écris? Comment alors, tu médites dessus? Alors, beaucoup oral, de manière orale. Après, j'ai beaucoup ce rapport avec le fait de parler, chanter, etc. Donc souvent, il faut que ça sorte. Mais ça peut être un petit moment où c'est dans ma tête. Souvent, si c'est dans ma tête, c'est que je suis en extérieur ou autre. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, j'ai pas du tout de mal à verbaliser, à parler. Souvent, le soir, je parle littéralement 1 heure, 1h30, 2 heures, toute seule, à essayer de creuser. Ouais. En fait, je me refuse de me laisser aller mal. Donc, à chaque fois, je vais être dans ce « qu'est-ce qui se passe ?» Et tant que je n'ai pas verbalisé à voix haute, je ne m'arrête pas de parler. Donc, je ne m'arrêterai pas de parler, alors. Et du coup, tu te parles avec des voix différentes? Par exemple, est-ce que tu as une voix pour la Aude enfant intérieur et la Aude d'aujourd'hui? Ou c'est un monologue et c'est une seule et même voix? Même si j'ai quand même cette image où je sais où je vais creuser. Donc, je pense que mentalement, je me projette. Je fais des allers-retours. D'accord. Je fais quand même des allers-retours entre, OK, maintenant, toute mon histoire, les moments clés, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur cette période de vie, 8 ans, etc. Donc, je vais souvent piocher sur cette partie-là. Et parce qu'en plus, ça fait appel à la partie, à la période, je pense, de l'enfance où j'ai besoin d'être rassurée. Donc, c'est là que je vais puiser et que, surtout, que beaucoup de choses... je pense en tant qu'adulte, on a quand même besoin d'être rassuré. Donc, je vais chercher dans cette période-là où j'ai eu le plus besoin d'être rassuré pour essayer d'aller débloquer certaines situations. Comment est-ce que tu en es arrivée à ce process? 15 ans de thérapie. C'est non, la vie, vive la thérapie. Non, 15 ans, j'ai pas compté, mais je pense que je vois des psys depuis que je suis très petite. Donc, oui, je pense facile 10 ans au moins. Ouais. Donc voilà, oui, c'est les multiples spécialistes que j'ai vus, et notamment une qui m'a parlé de l'enfant intérieur, la première. Ça a été très court, mais c'était... mais voilà, c'est la première qui a parlé de ce thème-là. Je pense d'ailleurs peut-être la seule. D'accord. Il y en a eu une seule. Mais c'est vrai que ça m'a parlé comme concept. Je me suis dit, ah oui, elle touche un truc. Je pense qu'on est sur le là, bon on est sur le bon. Ouais, je me suis dit, il se passe quelque chose là. Ok, madame, très bien. Et donc voilà, non. Oui, après, je sais que j'ai souvent lu les rapports de mes psys qui ont toujours dit. Ouais. Attends, un peu en scred. En scred, comment ça? Comment ça? En vrai, j'ai lu 2 fois et en scred. Comment tu fais? Genre, il va aux toilettes, tu vas récupérer ses... Ouais, un jour, elle est sortie. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Un jour, elle est sortie. J'ai pris en photo le papier. Et après, elle est revenue. Ouais. Et après, j'ai relu derrière. Et l'autre fois, c'était une lettre de SP à SP. Donc, normalement, c'est une lettre fermée, quoi. Tu la donnes à... T'as ouvert, j'ai ouvert. Ah oui, j'ai lu. Et non, mais ça va pas traumatiser. Je me suis dit, c'est vrai qu'en vrai, tu peux lire des trucs et ça te traumatise. Donc, c'est pas forcément à faire. Et la dernière que j'ai vue, elle me l'a envoyée par mail. Okay. Elle m'a fait un compte rendu par mail. Donc après, c'est peut-être pas... Elle m'a dit... Non, moi, elle m'a dit, c'est toutes les notes qu'elle avait prises. Et elle m'a dit, j'ai pas modifié. Elle m'a dit, c'est vraiment ce que j'ai noté sur vous. Donc, voilà. Donc, non, j'ai eu du coup 3 fois accès. Et je sais que dans une des notes, elle avait mis un truc qui voulait dire que j'avais des facilités à verbaliser ce que j'avais en tête. Donc, elle a mis que je communiquais très bien et tout, que je verbalisais ce qu'il y avait en moi, donc qu'il n'y avait pas de soucis et tout sur ça. Donc, voilà. Ok.
Et est-ce que l'idée de l'enfant intérieur, du coup, en tant qu'artiste, c'est quelque chose que donc dans ton processus pour, je sais pas, de rituel ou de ton auto-analyse, c'est quelque chose que tu vas étudier, tu vas verbaliser, mais est-ce que dans ton art, c'est quelque chose que tu infuses aussi ou pas particulièrement? Non, mais ça pourrait. Mais c'est vrai que ma manière justement de créer est très particulière dans le sens où en fait je crée de manière réactionnelle. D'accord. Donc c'est assez handicapant et c'est ça qui crée facilement de longues périodes où je crée pas. Parce qu'en fait il faut que je vive quelque chose, il faut que en fait c'est une espèce de saturation. C'est vraiment j'ai ce sentiment d'arriver à une espèce de saturation et que c'est mon moyen d'extraire ce que j'ai dans ma tête. Je l'ai pas eu justement j'ai pas eu à faire justement une saturation au niveau de mon enfant intérieur ou autre. Donc j'ai pas ressenti ce besoin-là. Mais dans certaines, du coup j'écris sur certains thèmes particuliers qui créent en moi ce chamboulement qui fait que j'ai besoin après d'extérioriser. Donc non, j'ai pas encore eu à faire, mais à tenter ou à voir comment ça peut dégager des choses intéressantes. Ok. Donc du coup, Aude, 8 ans, comment est-ce que tu la décrirais? Elle est qui? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Comment elle s'habille? C'est quoi ses passe-temps, ses passions, etc. Ok, Aude, 8 ans. Alors, j'étais à l'internat, moi. J'étais très créative déjà, je pense. Je me rappelle que c'est la période où j'écris mes premières chansons, où on invente des chansons avec les copines, on invente des chorés et tout. Après, j'avais un style très, très particulier. Je pense un peu le style des loris, etc. C'est un peu parce qu'en fait, quand je vois des photos de moi petite, des fourrures, des trucs, non mais j'étais assez extravagante. Ok. Donc, ce qui contraste avec la moi d'aujourd'hui quand même, qui s'habille 90% en noir. Donc ouais, quand même, je jouais beaucoup aux Sims. Ok, la vie. Ouais, c'était vraiment la vie. Mais en même temps, quelle image ça te donne de la vie? Juste à creuser. Qu'on est dans une simulation et c'est nous les Sims, je sais pas. C'est ça. Mais donc voilà. Voilà, les débuts d'Internet, moi j'ai 8 ans aussi. Donc c'est vrai que c'est une génération, je pense, particulière en fait, dans laquelle je m'inscris, où tout va super vite en fait à un certain moment donné. Et on est très vite plongé dans la réalité en fait par rapport à beaucoup de choses. On a accès à beaucoup d'informations. Donc voilà. Après, comme je le disais, j'étais à l'internat, donc directement tu prends en autonomie. Tu deviens un mini-adulte. On s'attend à ce que tu t'occupes de toi-même. J'étais avec des enfants qui avaient de 3 ans à 11 ans. Okay. Donc c'est là que tu te rends compte, tu te dis, ouais, on n'est pas entre enfants. On est entre mini-adultes. On doit s'occuper de nous-mêmes, on doit se rassurer nous-mêmes. Le soir, il n'y a personne pour te bercer. Wow. Donc, c'est un monde vraiment à part, hein, pour le coup. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des faits marquants qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des faits qui t'ont marqué dans ton enfance? Alors, ça peut être personnel si tu veux rentrer dans les détails de ta vie, ou ça peut être lié à la société, à la culture. Tu vois, il y a des... Parce que l'idée, c'est aussi de comprendre en fait les choses qui nous ont impactés, parce qu'à partir du moment où tu es impacté par quelque chose, par une expérience de vie ou par quelque chose qui se passe dans le monde, en fait, ça va avoir un impact sur toi, parfois souvent un traumatisme, et ce traumatisme, ça va te créer une histoire que tu vas te raconter qui va former ta réalité, qui peut déclencher des peurs, des envies, etc., etc. Donc, est-ce que dans cette période-là, jusqu'à à peu près entre 0 et 14 ans, est-ce qu'il y a des choses majeures qui ont eu un impact sur la manière dont tu vois le monde aujourd'hui? Oui, totalement. Bah déjà, il y a, je pense, la première chose, même si forcément j'étais trop petite, j'ai pas de souvenir de ça, mais il y a forcément le départ de mon père, donc la séparation des parents, etc. Ça qui, bah, tu le sais, au bout d'un moment, ça va impacter toute ta vie. Bien sûr. T'avais quel âge? Je pense que je devais avoir autour de 2-3 ans. D'accord. Mais j'ai pas de période précise. Donc ça. Ensuite, je pense qu'il y a la maladie. Donc j'ai été confrontée à la maladie d'un proche, étant très petite. Donc, et en plus, ce proche est décédé. D'accord. Ce qui fait que j'ai eu un rapport à la maladie, à la mort hyper jeune. Et forcément, à l'époque, les parents, ils n'avaient peut-être pas forcément les mots
ils prenaient peut-être pas conscience de l'impact psychologique que ça pouvait avoir derrière. Et ça fait que moi, j'ai une peur de la maladie et à son paroxysme, une hypocondrie énorme. Et j'ai mis... moi, j'ai un rapport assez particulier avec le médical qui, je pense, vient beaucoup de cette période-là. Et sachant que ma mère, en plus, est infirmière. D'accord. Donc, ça aide pas. Enfin, ça aide pas dans le sens où, forcément, on a quand même un sachant dans la maison, quoi. On a quelqu'un qui peut trouver quand même quelque chose. Je pense qu'il y a des parents qui peuvent se dire, bon, bah, t'as un petit mal de tête, va dormir. Mais le parent qui est peut-être plus dans le médical va peut-être un peu plus se dire, bon, bah, va prendre un Doliprane, fais ci, fais ça, ou... Enfin, voilà. Je sais pas quels sont les réflexes. Moi, j'ai grandi dans une maison, du coup, où le seul adulte était dans le domaine médical, était à l'hôpital tous les jours ou autre. Et d'un autre côté, quand même, avait une banalisation de la maladie. Ouais. Et donc, ça crée un double aspect où toi, t'as quand même peur parce que tu vois que les gens meurent, tu vois qu'elle-même, elle est confrontée à la mort tous les jours via son travail. Et en même temps, de l'autre côté, donc tu sais pas si... Est-ce que ma maladie que je suis en train d'avoir, c'est juste un simple truc pas trop grave ou est-ce que moi aussi, je vais mourir? Enfin, ça crée des choses, voilà. Donc ça, après, du coup, c'est aussi lié avec le fait d'avoir été à l'internat. Donc voilà, après, on avait une maman qui travaillait beaucoup. Donc il y a eu cette période-là, qui est une période assez... qui est, du coup, je pense, la période où je commence à avoir un suivi psychologique parce que c'est une période extrêmement violente. Ne serait-ce que juste d'être séparé de tes parents en tant qu'enfant. C'est clair. Et en plus de ça, du coup, bien sûr, c'est le lieu... de toutes les violences, l'internat. Ouais. Donc, je vais pas forcément entrer dans les détails, mais il faut se dire que cet internat a fermé aujourd'hui. Wow. Et qu'il a fermé pour des raisons très graves, je pense. Donc voilà, c'est le lieu où t'es désenchanté. Wow, où tu comprends que, ok, donc là, on est des adultes d'un coup. Donc là, on n'a pas le choix. Donc voilà. Et après, donc, j'ai quand même eu ce truc où je me suis dit... Enfin, j'ai quand même su dire, là, il faut que je parte de cet endroit. Donc, j'ai quand même pu un peu verbaliser en disant juste sortez-moi de là. Donc, je suis restée 1 an et demi. Ce qui, quand même, dans une vie d'enfant est énorme. C'est clair. C'est une éternité. Déjà, la semaine, c'est une éternité. T'arrives le lundi, tu te dis purée. Rebelote. Tu rentrais le week-end chez toi ? Je rentrais le week-end, ouais. Je rentrais le week-end. Et justement, c'est à cette période-là, quand même, que j'ai découvert vraiment la musique parce que j'étais inscrite au piano. Et en fait, j'étais la seule. On était deux à être inscrites sur vraiment beaucoup de filles. Et en fait, c'était mon moment où je soufflais, où j'étais toute seule. C'était le seul moment en fait, où j'étais vraiment toute seule. Donc, c'était super, quoi. Enfin, j'étais avec ma prof pendant 1 heure. Et ça me sortait de tout le reste qui se passait derrière, quoi. Donc, voilà. Et après voilà, donc je reviens à la maison. Et après là, non, après c'est juste un long suivi. Voilà, il faut réparer un peu tout ce qui s'est cassé en 1 an et demi. Donc ça, c'est le suivi jusqu'à quasiment aujourd'hui. Ouais. Mais après ça, derrière, il n'y a pas d'autres événements majeurs. Non. Okay. Enfin, à part si le décès de mon père à mes 17 ans. Mais là, je suis un peu plus adulte, mais quand même enfant, parce que bon, t'as 17 ans, c'est un peu la veille de ton bac, t'es un peu... voilà. Wow. Ouais. Donc c'était un peu sport, et c'est vrai que même ça a aussi pris son temps ça a mis jusqu'à mon voyage en Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment faire mon deuil. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que ça fait 2 ans que je respire, quoi. Ouais. Ça fait 2 ans que... je suis là, genre... Ouais. Là, c'est du bonus, en fait. Même la dernière psy que j'ai vue, elle m'a dit, pour moi, vous avez plus besoin, quoi. Et c'est vrai qu'après autant d'années, moi, j'ai dit, vous êtes la première personne qui me dit ça. Ça va pas rentrer dans l'oreille d'une sourde. Ouais. T'es là, non, mais là, vous avez plus... vous avez le recul, en fait, sur ce qui vous arrive, et en plus, vous surfez les vagues. C'est ça. Donc, vous avez plus l'appréhension de ce qui va arriver, vous gérez les situations. Moi, en tant que psy, je dois voir que vous arrivez à gérer les situations, et c'est le cas, donc je suis là. Top, merci. Franchement, et t'as dit ça il y a combien de temps ? C'était en juin, là. C'était okay, là. Donc, oui, c'était là. À 26 ans, 26 être un adulte indépendant.
il y a des gens qui ont 2 fois ton âge et qui ne le sont pas encore. Hein. Donc c'est un truc de ouf. Tu t'es diplômée super tôt. Mais après combien d'années oui, mais attends, il y en a qui ont 50 ans, ils sont toujours diplômés. Hein, donc franchement, c'est trop bien. C'est vrai. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression que ça a mis du temps parce que j'ai bataillé, quoi. Ouais. J'ai bataillé et le seul truc, c'est que je suis toujours allée chercher l'aide. Donc j'ai vu beaucoup de spécialistes, j'ai essayé plein de choses. J'ai changé mon alimentation, j'ai fait le sport, j'ai changé mon entourage, j'ai changé ma vision des gens, j'ai pris le temps pour moi. Quand il a fallu, j'ai pris soin de moi au max. Donc ça a été un mélange de plein de choses, mais j'ai quand même toujours eu un peu ce souffle de vie, cette envie d'aller chercher, de me dire non mais ça peut pas te définir et ça peut pas rester, ça peut pas te bloquer en fait. Donc ça c'est ça qui a été le plus dur, mais c'est surtout, c'est vrai que quand on parle avec beaucoup de gens, il faut avoir quand même ce déclic de vouloir aller bien, quoi. C'est ça, en fait. Si tu veux pas, c'est mort. Hein. C'est ça. Il n'y a personne qui pourra t'aider. Exactement. En fait. Et quand tu comprends aussi que tu peux pas forcément aider les gens comme tu crois que tu peux le faire, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, quoi, qui se retrouvent à mettre leur vie en parenthèse pour aller aider les autres. Mais en fait, quand quelqu'un veut pas s'aider, quand quelqu'un n'est pas à ce stade-là, en fait, je pense pas que les gens ne veulent pas, mais parfois les gens ont un process plus long et du coup, le temps d'arriver à l'étape de « Ok, là, je comprends qu'il faut que je sois là pour moi-même », il met trop de temps. C'est clair. Il met trop de temps. On peut pas créer ce moment pour la personne, en fait. Clair. Donc, c'est vraiment faut que les étoiles s'alignent, les planètes s'alignent, tout. Et c'est vrai que quand on comprend qu'on n'a pas de contrôle sur ça, on est obligé de lâcher prise, quoi. Je me permets d'interrompre brièvement ce podcast pour te parler d'un événement que j'organise le 25 novembre prochain au centre de flottaison Meizo dans le 13e arrondissement. Tu sais, Meizo, c'est l'espace dont je te parle et qui sponsorise d'ailleurs cet épisode. Et le 25 novembre, j'organise le premier cercle Vibe avec ton enfant intérieur. À partir de 19h et pendant 2 heures, je t'invite à une initiation pour reconnecter en groupe, en petit comité quand même, avec ton enfant intérieur. Alors au programme, il va y avoir un petit peu de mouvement, il va y avoir de l'introspection et également un cercle de parole pour échanger parce que tu sais, même si le travail sur l'enfant intérieur c'est quelque chose d'assez intime, c'est parfois en échangeant et en se positionnant avec d'autres personnes qu'on se rend compte finalement qu'on est les miroirs les uns des autres et que parfois l'histoire et la vérité d'une personne peut être une réponse à des questions qu'on ne se pose pas. Donc rendez-vous le 25 novembre prochain au centre flottaison de Meizo à partir de 19h jusqu'à 21h et cette expérience, je te l'offre pour une participation de 30 €. On sera en petit comité encore une fois et vraiment j'ai hâte d'échanger avec toi, je pense que ça va être un moment assez magique. Rendez-vous sur le site vibeavectonenfantintérieur.world/events pour trouver toutes les informations sur cet événement et bien évidemment tu peux également aller sur le compte Vibe avec ton enfant intérieur sur Instagram. Allez, on retourne à l'épisode. Est-ce que le fait d'avoir fait ce travail sur ton enfant intérieur de manière continue, finalement, c'est un peu tout le temps là, ça te permet de voir les enfants des autres, les enfants intérieurs des autres. Est-ce que tu arrives à voir ça maintenant ? Alors, je sais pas si je vois l'enfant intérieur des autres, mais c'est vrai que on me le dit souvent, les gens ont une facilité à me parler de leur trauma, de leur vie, de leur parcours. Au début, ça me faisait un peu peur, surtout quand moi, j'avais pas l'impression d'être totalement guérie. Donc j'étais vachement dans le rejet de ça, quand les gens venaient un peu se confier. Alors je les rembarrais pas, hein, mais je limitais un peu la conversation, quoi. Ouais. Je voulais que ça finisse un peu vite, donc je creusais pas. Je posais vraiment pas de questions. J'avais très peur de me confronter justement au trauma des gens. Même si les gens arrivaient avec, je ne posais jamais de questions. On me disait une info, je la prenais. Tu disais, mais voilà, merci. Bon, on mange quoi ce soir ? Ouais, c'est ça. Mais j'avais vraiment du mal. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, et je l'ai compris, je me suis dit, c'est génial quand même. Parce que moi, je pensais juste que j'étais comme ça. Je me disais, c'est ta personnalité, t'aimes pas trop entendre. En fait, pas du tout. J'avais juste besoin de finir mon process à moi. Donc oui, j'ai l'impression en tout cas que les gens... j'arrive à accueillir mieux et à répondre et à comprendre, à apporter ce que les gens ont envie aussi de chercher. J'essaie de me dire que les gens, quand ils racontent ce qu'ils ont vécu, n'ont pas toujours besoin d'un conseil, n'ont pas toujours besoin de... Donc ça aussi, je fais vachement attention. Et par contre, oui, quand j'arrive à saturation, je me protège aussi. Mais est-ce que je vois leur enfant intérieur ? Oui, souvent, c'est vrai que très souvent, en fait, on a l'impression souvent quand on se dit j'ai l'impression de parler avec un enfant,
Ah, c'est ça, hein, c'est le cas. c'est le vrai. Exactement, c'est vraiment le cas, en fait. Ouais. Et c'est vrai que surtout quand on va aller sur certains sujets, quand les gens vont un peu se braquer, etc., c'est vrai que souvent je me dis, ah oui, là c'est vraiment l'enfant qui remonte. Parfois on voit l'enfant capricieux, parfois on va voir l'enfant triste chez d'autres personnes. Donc ça, c'est vrai que oui, j'arrive pas mal à le voir. Ouais. Est-ce que du coup, le fait d'avoir été, tu as dit tout à l'heure que l'idée c'était pour toi de devenir l'adulte dont tu aurais eu besoin, et du coup, comment est-ce que ça a fait shifter ou transformer ta relation avec tes propres parents? Oh. Alors je sais que tout au long du chemin, j'ai très vite compris que là, j'avais perdu un parent. Il fallait que je connaisse au maximum l'autre parent. Parce que je me suis dit, voilà, les parents dans nos cultures sont vachement sacralisés. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai toujours... Alors, j'allais dire toujours, mais en fait, finalement, je me rends compte que c'est peut-être après cette période-là, donc après mes 8 ans, que j'ai eu quelque chose d'un peu rebelle. Même si ma mère, elle me dit souvent que j'étais un peu à part, j'étais un peu dans mon coin, etc. Je sais que j'ai ce truc où je rentre dans le tas et, enfin, en tout cas, dans ma relation avec ma mère, si je dois dire quelque chose, je vais le dire. Je garde rien en tête. J'ai pas de filtre. J'ai toujours été très libre sur ça. J'ai pas senti de barrière, j'ai pas senti de restrictions. Enfin, j'ai pas du tout grandi avec des frustrations au sein de mon foyer. Ce qui, parfois, dans les éducations africaines, est rare. Parce que faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. Bon, aussi une pression qui vient du fait qu'on est immigré dans un pays à majorité blanche. On a un peu ce devoir de faire bien, entre guillemets, de pas trop se faire remarquer, etc. Moi, j'ai pas... et moi, je pense que t'as la couleur de peau... Exactement, tu le fais déjà, donc c'est pas grave si tu en rajoutes un peu. Et si t'es toi, en fait. Et donc, ouais, j'ai pas eu... Donc oui, j'ai tout de suite compris que... On est des êtres différents, on est des êtres à part. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça me fait penser au fait que je sois née prématurée. D'accord. Donc j'ai été séparée par la force des choses très rapidement, très tôt. Tu vois, les trucs qui se répètent. Ah, mais ça déjà, le moment où on a rentré ça dans la thérapie, mais ça a permis ça a ouvert trop de trucs. C'était la boîte de Pandore. Et c'était limite en mode... Ah, mais il fallait le dire au début, mademoiselle. C'est essentiel, en fait, juste que si t'as parté pour que vous compreniez, parce qu'au début, on se capte, on a capté, mais juste, si tu comprends pas ce qui se passe, c'est juste que, en fait, la période de l'enfant intérieur, elle est essentielle parce que c'est une période qui va finalement nous façonner, qu'on le veuille ou non. Et la période de l'enfant intérieur, donc 0-8 ans, et en fait, je pense que 0-14, prenons 0-14, parce que la plupart du temps, les gens, ils sont freinés, ils disent, ouais, mais moi, c'est plus 10 ans, du coup, ça rentre. En vrai, on s'en fout de l'âge. En vrai, on s'en fiche. Mais... Et j'y vais doucement là-dessus parce que sinon, déjà, l'enfant intérieur, les gens se disent non, mais it's a lot. Mais la manière dont t'es venu au monde, ta période de gestation, donc généralement 9 mois, mais ça peut être et même la manière dont t'as été conçu, et en réalité, la vie que ta mère a vécue avant, et en fait, les gens avant toi. Tout ça, ça a un impact. Donc là, c'est pour ça qu'on a eu un putain de oh waouh, parce que né prématurément, donc séparé de sa maman, pendant combien de temps? Longtemps. Facile, plus de 6 semaines, parce que je suis née super tôt, hein. Je suis née vraiment très très tôt, je suis restée en couveuse, on pouvait pas me toucher. Wow. Je pense que pendant un petit moment, là, il y avait pas de contact physique. En plus, j'étais pas dans la même chambre et tout, hein, donc c'est pas un truc où t'entends la voix, machin. Non, là, on te met dans un box, c'est littéralement un box. En plus, ma mère m'a expliqué qu'on me met dans un autre hôpital. Je n'étais pas dans le même hôpital que ma mère. Ah ouais, ça c'est beaucoup. Ok. Donc ça fait beaucoup, voilà, ça fait. Ok, ça fait beaucoup. Donc ça. Et ensuite, avec tout ce que nous a raconté Aude, qu'elle nous a gentiment partagé, c'est que l'internat, c'était aussi un moment de séparation. Donc, c'était une séparation qu'on a vue à la naissance. Elle se retrouve à l'internat. Et ça donne séparation, donc aussi autonomie. Donc, autonomie rapide. 18 ans, vivre seul. Vivre seul. Et dans les conditions aussi. Donc, internat compliqué, chaud. Mais en fait, les bébés ne peuvent pas parler, mais être séparés déjà, la naissance, c'est un moment pas très cool pour un enfant. Enfin, voilà. Mais en plus d'être, du coup, séparé de sa mère dans un autre hôpital et de ne pas avoir de contact physique.
Exact. Donc en fait, c'est une répétition à chaque fois de séparation, totalement. De conditions complexes et toi d'adaptation de ok, bon bah du coup, va falloir que je devienne rapidement une putain d'adulte, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'à 26 ans, t'as fini, entre guillemets, même si t'as non, mais c'est ça, fini, non, mais oui, mais oui. c'est juste que ben, tout a été accéléré, et en plus, dans tout ça, j'explique pas que pendant un an, j'ai vécu chez une tante. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs moments de séparation et en fait, c'est marrant parce qu'à mes 18 ans, je me dis, là, la séparation, c'est toi qui l'as créée. Pars. Et à 18 ans, je suis partie, quoi. J'ai pris mon appart et voilà. Mais c'est vrai que pour revenir sur la compréhension des parents, c'est vrai que, très vite, dans tous ces moments de thérapie, etc., je me suis dit, il va falloir que tu comprennes tes parents, il va falloir que tu comprennes que tu connaisses leur histoire, etc., pour voir qu'est-ce qui match, puis qui tu es, qu'est-ce que tu as appris de chacun de tes parents. Je trouvais ça juste fun, déjà, juste de savoir, quelles sont vos réelles personnalités, parce que vous n'êtes pas juste des parents qui rentrent du travail, qu'on voit 1 heure comme ça, tu vois, devant la télé et tout, tu vois, parce que vraiment, c'est ça, en fait, quand tu creuses pas avec tes parents, ils te font à manger, ils te font un petit bisou, un petit câlin, bonne nuit, salut, quoi. Moi, je me suis dit, non, c'est hors de question. Donc, j'ai vraiment creusé pour connaître vraiment toute mon histoire. L'histoire de ma mère, je la saoule avec ça. Je sais que... Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, elle me dit « Oh, mais je me rappelle pas de ça et tout. » Tu sais, elle râle un peu et tout. Mais en même temps, moi, je suis là, je creuse. Quitte à raviver des trucs et tout, moi, j'aime trop ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas une fois où j'ai pas eu une information où je me suis dit « Voilà, ça c'est important dans ton histoire. Et garde-le en tête. » À chaque fois, donc... Voilà, ça m'a permis de connaître un peu l'histoire de la rencontre de mes parents, leur relation, la séparation, trop de trucs qui, si j'avais pas creusé, aucun parent arrive et te dit ça dans ta chambre. Tu es né... Non, c'est clair. Tu vois, il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment être curieux. J'encourage tout le monde à faire ça parce que c'est fondateur, quoi. Vraiment, et puis ça libère de plein de choses, parce qu'il y a des choses que forcément ton instinct te dit que ça s'est passé comme ça, mais bon, tu vas pas inventer ton histoire non plus, quoi. Donc ça, c'est toujours cool à faire. Et donc oui, je sais que j'ai des parents qui sont, qui ont de l'empathie, donc ça permet de comprendre aussi pourquoi on en a, comment on ressent les choses. Voilà. Non, moi, je pense que ça m'a permis de voir mes parents comme d'autres adultes. C'est ça, en fait. Des adultes avec des enfants à l'intérieur aussi. Exactement. Et qui font du mieux qu'ils peuvent. Et encore, nous, on a la chance de pouvoir se triturer le nombril en se disant ah là là, ils n'ont pas le temps. Ma psychothérapie et puis mes machins. Et c'est vrai, tu vois, c'est des privilèges qu'on a. C'est un privilège énorme. Tu vois, qu'on s'en rende compte parce que c'était pas leur problématique. Ils avaient d'autres trucs à régler. Totalement. Et puis, c'était pas, culturellement, c'est pas ça, en fait. Exactement. Et même quand t'as un parent qui vient du milieu médical, et même peut-être même encore plus, c'est des gens qui sont confrontés à énormément de choses. Et quand moi, j'ai compris un peu... l'histoire de ma mère, etc. Je me suis dit, mais normal qu'elles soient infirmières. Bien sûr. Mais la personnification du syndrome de l'infirmière. De la sauveuse. La sauveuse. Enfin, combien de personnes ma mère elle a sauvé. Elle, son histoire, elle est incroyable. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, ah oui. Mais donc, non, il y a des choses qui font tellement sens après. Ouais, c'est fou. Putain, franchement, ça, du coup, donne beaucoup plus d'informations et de compréhension sur ton niveau de maturité aujourd'hui, parce que t'allais creuser, t'allais faire le travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Hein. Ça peut faire peur, oui. Les gens ont peur. Enfin, je sais pas si ça te concerne, toi qui écoutes ce podcast, mais beaucoup de gens, quand je leur parle de ce travail, ça les fait flipper. Ouais. Mais parce qu'en même temps, tu te dis, imagine, mon parent, là, il dit un truc et ça me fait shifter totalement toute ma vie, toute ma vision de ce parent. Moi, c'est vrai que dans les discussions, il y a eu des choses qui m'ont fait un peu mal, et surtout, il y a eu des choses où je me suis dit, Aude, change pas ta vision de ci, de ça, de ci, de ça. Parce que, déjà, c'est du passé, c'est fait. Et puis voilà, mais quand même, il faut rester... quand quelqu'un s'ouvre à toi, c'est quand même... on va pas en plus lui renvoyer un truc de culpabilité, d'avoir dit un truc. Moi, voilà, peu importe l'information donnée, pour moi, c'est un trésor. Je me dis pas, ah non, mais là, quand même, t'aurais pu t'arrêter, t'aurais pu me donner un peu moins de détails. Non. Est-ce que c'est parce que tu étais aussi accompagnée par une thérapeute, d'avoir le soutien finalement de quelqu'un à qui tu peux aussi débriefer, je suppose ? Oui, je pense que ça a joué, parce que en tout cas, je sais qu'il y a eu un moment où... alors, qu'est-ce que je lui avais... J'avais fait un travail avec ma mère. En gros, je lui avais dit, bon, là, c'est bon, il faut qu'on range des trucs et tout chez toi et tout. Et j'étais revenue un peu...
en sauveuse, un peu. Là, c'est bon, j'ai remarqué tel truc, c'est bon, je me suis pris pour je sais pas qui. Ouais. Et j'ai fait ça. Et en fait, quand je suis rentrée et que j'ai vu ma psy, je lui ai dit, mais je suis totalement folle. Donc moi, je vais chez les gens, sachant que moi-même, je vis seule. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un venait chez moi, me disait, oh, là, c'est bon, tes livres, là, tu les mets de côté, puis tu changes ton dressing et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on fait pas ça aux gens. Même si même le psy fait pas ça, même le psy, quand il voit quelque chose qui, chez toi, peut-être n'est pas droit, n'est pas aligné, il va pas te dire, bon, bah, là, tu changes ça parce que là, ça va pas. Ouais. Et je me suis dit, et en fait, moi, et quand même, à ce moment-là, la psy m'avait rien dit en plus. Mais moi, je lui racontais ça, et en lui racontant ce que j'ai fait, je me suis dit, mais ça va pas. Et c'était marrant comme moment, parce que d'un côté, j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit, waouh, non, mais là, quand même, ça veut dire que là, t'es arrivé au triple niveau où t'as dit le truc, tu t'es analysé, tu t'es dit, c'est pas bien, et en même temps, t'as été fier de toi, tu n'as pas culpabilisé de l'avoir fait, tu t'es juste dit, ok, je ne le referai pas. Et je me suis dit, waouh, et ça, c'est une histoire de quelques secondes, quoi, et tu te dis, ok. Mais c'est ça, quand tu changes les programmes qui sont dans ton esprit et les automatismes que t'as pris depuis que t'es enfant et que tu les remplaces par d'autres automatismes, tu peux pas supprimer ce que t'as eu depuis que t'es enfant. Par contre, tu peux les remplacer par d'autres à force de pratiquer. Et 15 ans de thérapie, c'est de la pratique, donc c'est normal qu'au bout d'un moment, t'arrives et que tu dises, oula, attends, j'ai fait ça, mais je me rends compte que, oula, ok, exactement. D'accord. Et tu corriges. Et donc, l'idée, c'est pas d'être parfaite et de pas poser l'action. C'est juste que quand tu poses l'action parce qu'on est juste humain, après, tu peux te dire, ah ouais, non, mais en fait, là, j'étais en train de faire ça. Ok. Ok. On va pas refaire. On va pas refaire. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Donc, ouais, beaucoup de bienveillance envers les parents parce que on est là grâce à eux. On hérite de beaucoup de choses, qu'on le veuille ou non, des choses positives, négatives. Mais voilà. On va sûrement peut-être être amené à avoir aussi peut-être des enfants et tout. Et qu'est-ce qu'on veut d'autre que de la bienveillance, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, un peu de comprendre l'autre, l'écouter. C'est accessible à tout le monde, quoi. Est-ce que en communiquant et en regardant et en voyant vraiment ta maman, tu t'es rendu compte que vous étiez similaires? Je sais, c'est une question, une porte ouverte, je sais, j'ai bien conscience. Non, parce qu'il y a des gens peut-être qui se disent, qui sont différents, ouais. Mais oui, vous aviez la même, en fait, finalement, un peu la même histoire, et que du coup, voilà où je veux en venir avec ma question, c'est que tu te rends compte que vous êtes très similaires, et donc du coup, voilà comment elle peut être arrivée à telle ou telle situation, tu vois, et que toi, tu dis, ouais, mais moi, cette situation me convient pas, donc du coup, hop, je shift. Ah, bah, en fait, on est similaires, on a des histoires très différentes. Je pense que la similarité, on l'a vu tôt, parce qu'en fait, on clashait facilement. D'accord. Et je pense que c'est dans le clash qu'on voyait qu'on avait deux rebelles l'une face à l'autre. Elle m'a jamais rien imposé, donc c'est... Moi, à chaque fois que je repense à ça, quand même, j'ai l'impression d'être un enfant hippie, quoi. Enfin, j'avais le droit de tout faire, et quand même, je respectais quand même, je faisais pas des bêtises. Et même si j'ai fait des bêtises, j'ai pas fait des bêtises qui ont mis des gens en danger, ou on n'est jamais allé me chercher au commissariat, donc je me dis, bon. Mais donc j'ai oublié la question. Si on est venu te chercher au commissariat, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. La question c'était, est-ce que finalement tu te rends compte que t'es en train de rompre des cycles en fait? Ah oui, totalement. Voilà, ouais, oui, totalement. Bah oui, là j'ai l'impression quand t'es en thérapie, t'as l'impression de guérir ton trauma à toi, celui de la grand-mère, de ton arrière, de ta mère et tout. Ah oui, ça totalement, de tous les parents, de tout. Moi, c'est mon but ultime déjà dans la vie, c'est que dès que je pointe un truc, c'est de me dire fix it. Franchement, je me dis, j'ai pas d'autre choix que de le réparer. En fait, c'est comme si t'es chez toi et tout, tu te rends compte qu'une poignée est cassée. Il y a des gens qui font ça. Moi, j'arrive pas. Déjà, moi, j'arrive pas. Ça me montre un peu comment je suis, mais tu vois, il y a des gens. Moi, j'ai un truc cassé chez moi, je vais le réparer. Tu m'as vu, j'ai refait mon canapé. J'ai vu mon canapé qu'il était flingué. Je me suis pas dit tu le jettes et tout. Au début, je me suis dit tu le jettes. Et après, j'ai annulé la commande. Ouais. Tu sais, j'avais commandé un autre canapé, je l'ai annulé. Et je me suis dit, Aude, déjà, t'es un peu écolo et tout, t'aimes bien recycler les choses et tout. Et je me suis dit, en vrai, il est encore fonctionnel, ton canapé. Le seul problème, c'est que l'emballage, il te plaît plus. Bah, tu refais l'emballage. Ouais. Et ça te changera toute ta vision du truc. En plus, tu seras fier de toi à la fin. Donc
quoi de mieux. Donc oui, je pense que je me dis ça. Je me dis que j'ai toujours ce moyen d'aller réparer des choses pour aussi... je pense que même pour les parents, en fait, le fait de m'avoir vu dans ce processus aussi de thérapie, etc., je pense que d'une manière ou d'une autre, ça a aussi aidé ma mère, au moins en la rassurant, en se disant, on prend soin aussi de mon enfant, et voilà, quoi. Donc, je pense que ça joue. Ouais, c'est clair. De quoi est-ce que ta petite fille, elle a besoin, là, ces derniers temps? Franchement, je la trouve très calme. Justement, je pense qu'il y a eu des périodes de ma vie où elle ressortait beaucoup. En fait, je pense que quand t'es en période comment ils vont appeler ça dans la médecine, on va dire une inflammation. Ouais, c'est vraiment on va dire les maladies inflammatoires, etc. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a des moments où tu peux vraiment avoir ton enfant intérieur qui est inflammé, qui est en période vraiment où il est hyper stimulé et tout. Et franchement, honnêtement, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Je sais pas, c'est une sieste, si c'est un... Mais vraiment, honnêtement, je l'entends pas trop. Je vais réfléchir au dernier moment peut-être où j'ai pu... Non, franchement, en fait, j'ai juste... Si là, je devais y penser, je penserais à un enfant qui me regarde, qui me dit « Je sais que tu gères le truc. » C'est ça, en fait. Je sais que tu gères le truc, tu vois. C'est exactement ça quand on veut devenir l'adulte dont on aurait eu besoin. C'est en fait un enfant que tu dis « Ouais, mais moi, mon enfant intérieur, limite, c'est pas que j'y pense pas, mais je sais que, en fait, comme cette version de moi sait que je gère... Elle se manifeste plus. Et qu'il peut y arriver il peut arriver des merdes, c'est pas ça la question. Mais je sais que je vais pouvoir me guérir, prendre soin de moi, etc. Est-ce qu'elle a besoin de venir crier? Non. Elle ne crie plus. Non. On ne l'entend plus. L'enfant est calme. L'enfant dort. L'enfant dort. Qui va le déranger? C'est ça. Non, franchement, personne ne le dérange. Il est vraiment, vraiment un calme incroyable, quoi. Et à l'image de mon mental, en fait. Je suis très, très calme en ce moment. Je suis très... Vraiment, parfois, ça peut paraître un peu fou, quoi. Hein, mais je suis vraiment très, très sereine. Le futur ne me fait pas peur, le passé ne me fait pas peur, creuser dans le passé ne me fait pas peur. Et franchement, pour tous ceux qui iront faire une thérapie ou quoi, on voit vraiment les évolutions, parce que si on me voyait parler de l'internat, de mon passé avant, il y a 5-10 ans, le mot limite internat me faisait pleurer. Parler de 2-3 éléments me faisait pleurer. Bien sûr. Une image, même juste le fait qu'on me dise « Ok, je t'écoute, tu peux commencer à parler », je pouvais pleurer. Ouais, donc là, même juste cette discussion-là, je n'aurais pas pu l'avoir à certains moments de ma vie. Franchement, et ça, on te le dit aussi quand tu commences à rentrer dans cette phase où tu verbalises, où... en fait, au bout d'un moment, en même temps, tu l'as tellement raconté, mais c'est important de faire ça. C'est tellement important. Tu le racontes jusqu'à ce que ça te fatigue toi-même de le raconter. Et tu dis, ouais, bon, c'est bon, on a compris l'histoire. Exactement. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas entendu ton histoire, et que ça peut aider, en fait. Ça peut aider. Donc, non, vraiment, cette sérénité de me dire, voilà, je peux surfer les vagues, je peux affronter les événements de la vie. Parce que je sais aussi me sortir des événements qui ne me conviennent pas. Et ça a été dur. Hein. Ça, quand en plus tu grandis en ayant des... Moi, je pouvais vraiment beaucoup ressentir de la culpabilité, par exemple. Donc là, c'est la porte ouverte à tout. Je pense que, honnêtement, dans les choses les plus toxiques qu'un être puisse avoir, c'est vraiment ce truc de... la culpabilité, ça peut tuer des gens. C'est clair. En fait, ça te met dans des situations incroyables. Tu ne sais pas dire non. C'est clair. Tu tolères des choses dans ta vie que tu sais profondément que tu ne dois pas tolérer. Tu acceptes d'aller ou de faire des choses que tu ne voudrais pas faire, mais parce que tu penses déjà au futur, qu'on va t'en vouloir, etc. Seigneur, prison, putain. La prison, et tellement de gens sont dans ça. Ouais. Et ça, honnêtement, ça rentre même... c'est encore une autre discussion, mais l'extension, c'est même la culture du viol, etc. Parce qu'en fait, si tu formes pas tes enfants à ça, et que tu fais en tout cas en tant qu'enfant, si tu prends cette habitude de... En fait, je sais même pas, j'ai pas encore fait ce travail sur ça, mais à quel moment t'introduis ce concept où l'enfant il va culpabiliser, tu vois? Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un devienne une personne qui ultra culpabilise, qui surculpabilise, et qui pense que ses besoins sont inférieurs aux besoins d'un autre, etc. Ça, c'est fou. C'est chaud. En fait, ça, c'est la boîte de Pandore. Mais c'est pour ça qu'en fait, le travail sur l'enfant intérieur, il est essentiel. Parce qu'en fait, quand tu deviens un adulte qui est plus conscient et que tu as conscience de l'impact que l'enfance a sur... ton enfance a eu sur toi-même, donc
que l'enfance a sur tous les gens autour de toi, et quand tu décides d'avoir des enfants ou alors des neveux et des nièces ou quoi, totalement. Il y a des discussions que tu vas avoir parce que tu sais ce que ça t'a coûté de pas les avoir eu, ces discussions-là. Totalement. Tu sais ce que ça t'a coûté de pas être en mesure forcément de verbaliser des choses qui te sont arrivées par peur, par truc, par honte, par culpabilité, et ce que ça t'a demandé comme travail de faire. L'idée, c'est que on va pas avoir des enfants qui seront parfaits, qui seront pas... Non, ils iront sûrement en thérapie et c'est ok. Ouais. C'est juste que si on peut éviter qu'ils reproduisent Enfin, pas qu'ils reproduisent, mais qu'ils subissent les mêmes choses que nous, on a subies parce que nos parents... C'était pas leur priorité et c'est ok. Voilà. C'est ça, en fait. Si on peut leur mâcher le travail, parce qu'il y a des merdes, il y en aura de toute manière, ça, c'est clair. Il y en aura, mais déjà, quand t'as tous ces réflexes-là... Ne serait-ce que moi, en tout cas, la chose... Enfin, si j'ai pu faire 15 ans de thérapie, c'est aussi parce que j'avais un parent qui le vivait très bien et qui n'avait pas de tabou avec ça. Donc déjà, ça aussi, c'est une énorme chance. Mais oui, mais oui. Franchement, à aucun moment, on m'a fait passer pour une folle, une cinglée ou quoi. Franchement, sur ça, j'ai reçu que de la bienveillance, de l'accompagnement, du OK. Enfin, voilà, sur ça, je sens quand même que ma mère a tout de suite eu ce truc de se dire... Il faut que mon enfant soit accompagné, etc. Et très tôt, parce que je peux pas dire là, mais je devais avoir dans les 8 ans. 8 ans, c'est ce dont je me souviens, mais je pense qu'à un moment, dans une conversation, elle me disait que même avant, elle a dû... parce qu'en plus, j'ai pas parlé de ça, mais il y avait la guerre en Côte d'Ivoire quand j'étais petite, donc sachant que ton père est dans une zone de guerre, voilà, qu'est-ce que ça crée en toi en termes de stress? Qu'est-ce que la guerre? Donc non, mais tu te retrouves à te poser des questions philosophiques à 6 ans, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc non, c'est clair que quand tu te dis ça, tu te dis waouh, l'enfant s'y revient de loin, quoi. Loin, mais on marche ensemble. Franchement, je me sens protégée, quoi. Je me sens en paix, quoi. Trop bien, trop inspirant. C'est génial. Merci. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui écoutent et qui sont intéressées par ce travail de l'enfant intérieur, ou tu as un conseil à donner ou... Déjà, allez voir Val. Le meilleur voilà, plug. Exactement. On peut pas commencer ailleurs, déjà, parce que déjà, c'est pas tous les... Enfin, c'est dur de trouver des spécialistes de l'enfant intérieur, des personnes qui en parlent, etc. Donc déjà ça. Et c'est pas psychiatrisant. C'est pas quelque chose où on va te dire bon, tu es malade. C'est pas une maladie. Tout le monde va être confronté à son enfant intérieur. Il n'y a pas besoin d'être en dépression pour faire ce travail-là. Il n'y a pas besoin d'être au bord de la faillite, au bord de... Voilà. Donc, vraiment, c'est se dire que c'est quelque chose d'hyper positif, en fait. C'est quelque chose de... En fait, pour moi, c'est un travail qui va vous rendre fier pour le restant de vos jours, quoi. Donc, et puis, c'est super... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le développement personnel, etc. Et j'ai l'impression... Pour moi, je vais pas dire que c'est à contre-courant, mais c'est voir encore différemment... tout ce qu'on nous présente, en fait, on va dire, sur le marché du bonheur, t'as regardé du bonheur, exactement, j'ai regardé le documentaire, c'est totalement... Je l'ai pas fini, j'étais en mode, je sais pas si je peux regarder ça, je pense que ça va me trigger, je me dirais... Ouais, c'était un peu triggering, franchement, je suis pas dans le truc de machin, donc c'était un peu triggering, parce que moi, j'ai reconnu des trucs par lesquels je suis passée, même, en fait, de toute façon, il donne tous les aspects, je trouve, dans ce documentaire. Il tape autant sur les psys que sur les coachs, que sur tout. Mais, dans tous les cas, en fait, ce qui est bien... dans ce travail-là, c'est qu'on te vend pas le bonheur. Et que, malheureusement, quand tu vas voir certains praticiens, tu t'attends à trouver le bonheur. On te fait très peu un disclaimer. En même temps, ça pourrait faire peur. Quand tu souffres, t'as pas envie d'entendre « moi, je veux pas être la personne qui va te rendre heureuse ». Personne te le dit. C'est un peu le secret. C'est ça. Je pense qu'en vrai, il pourrait y avoir un peu plus d'honnêteté sur ça, même si ça doit être du cas par cas. Hein. Les gens ont envie d'être sauvés et tout, ok. Maintenant, quand on commence ce travail-là, que ce soit l'introspection ou quoi, il faut pas se dire je vais chercher le bonheur. Enfin bon. Moi, en tout cas, ce que je me disais, c'est je veux me connaître. Au moins, quand tu te connais, tu sais pourquoi tu es heureux, tu sais pourquoi tu n'es pas heureux. Très souvent, quand tu es encore dans le flou, tu ne sais même pas pourquoi tu es triste. C'est ça, ouais. Il y a plein de gens qui sont en dépression qui disent ouais, moi je suis en dépression depuis des années. Ils savent pas dire. Ils savent pas dire parce que ça remonte tellement loin. C'est clair. Les traumas de l'enfance, pas tout le monde se rappelle de son enfance. Combien de fois j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit moi je ne me rappelle pas de mon enfance. Mais ça c'est hyper intéressant et j'ai fait un TikTok là-dessus. J'ai fait un TikTok sur Et en fait, pour rebondir là-dessus, ce qui est hyper intéressant, c'est que t'es pas obligé de te rappeler, heureusement,
de ce qui s'est passé dans ton enfance parce que, de toute manière, la mémoire, c'est une illusion, finalement. Tu vas te rappeler d'une histoire que tu vas te raconter par rapport à quelque chose qui est arrivé, mais en réalité, il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre le même événement et chacun va raconter une histoire complètement différente et avoir un souvenir complètement différent. Ça nous est tous arrivé. Donc le but, c'est pas tant de te rappeler exactement ce qui s'est passé, mais c'est surtout d'être à l'écoute de ce qui se passe quand tu es trigger, donc tu te sens blessé, en insécurité, etc. Parce que c'est là où ça te donne une information de la question que tu posais tout à l'heure. J'ai déjà connu ça. Oui. Je l'ai déjà connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'histoire que je me raconte? Pourquoi est-ce que je me sens en insécurité? Et tu peux commencer le travail à partir de là. T'es pas obligé, dans un premier temps, d'avoir toutes les infos. Exact. Tu vois. Et donc ça peut être rassurant parce que souvent on se dit ouais c'est un frein ou une excuse, excusez-moi, de dire oui mais je me rappelle pas. Exact. Il y a des choses c'est mieux de pas se rappeler. Oui. Tant qu'on n'a pas encore compris qu'on est en mesure de se créer un espace suffisamment sécure avec soit des... Moi, ce que je recommande vraiment, c'est des professionnels de la santé mentale. Qu'aujourd'hui, je ne suis pas. Moi, je suis coach et j'ai décidé de travailler sur l'enfant intérieur, mais je ne suis pas professionnel de la santé mentale. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est d'être peut-être un pont vers ça. C'est ça. Et te dire que, ok, peut-être que ça fait moins peur de bosser avec une coach. C'est ça. Mais par contre, franchement, allez voir des thérapeutes, les gars. C'est ça. Tu vois, ça peut être... c'est totalement complémentaire. Ouais, carrément. C'est totalement complémentaire. Et c'est ça, il faut vraiment pas avoir peur. Je pense que, voilà, on est vraiment la génération qui casse un peu ces codes-là de « Ah non, mais quelqu'un qui va chez un psy, c'est un fou et tout. » Voilà. Et même aussi, la première étape aussi, si vous avez des amis, des gens avec qui vous vous sentez à l'aise d'en discuter, c'est des discussions qui doivent se banaliser. Ouais, c'est clair. Qu'il faut rentrer dans la sphère sociale. En fait, il faut que ce soit quelque chose de normal, comme dire « Je suis allée en vacances, en fait. Je suis allée voir un psy. » trop bien, ouais, trop bien, c'est un très bon événement, ça veut pas dire que ça va mal. C'est clair. Moi, la dernière fois que je suis allée voir un psy, la toute dernière fois, c'était pas que j'allais mal, mais moi, justement, je suis venue en disant, bon, écoutez, ça va bien. Après, moi, j'ai quitté un travail et tout, j'ai fait un petit burn-out, mais je l'ai géré, machin. Ouais. Vas-y, écoutez, vous l'avez géré, là, vous allez bien, vous êtes pas... Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que parfois, ça fait même un peu peur quand tout va trop bien. On se dit, est-ce qu'on est vraiment arrivé au bout du chemin? Parfois, oui. Vous pouvez arriver au bout du chemin. Et, au bout de ce chemin. Au bout de ce chemin. Voilà, c'est ça. Mais vous pouvez en tout cas casser les cycles, quoi. Quand je dis chemin, voilà, c'est ça. C'est ce chemin de cycles, parfois, qui peuvent être négatifs, qui peuvent être des cycles de dépression, qui peuvent être des... Vous pouvez vous dire, tous les hivers, ça va pas et tout. Il y a plein de raisons. Voilà, remettez ça aussi en question. Vous dites pas juste, mais c'est parce qu'il fait froid et tout. Non. Non, il y a des gens qui vivent au pôle Nord et ils sont pas en dépression toute l'année. Donc, non, il faut casser un peu toutes ces idées préconçues qu'on a sur la psychologie, sur nous-mêmes. Et ça permettra d'aller... De faire un monde avec des unicornes et des arcs-en-ciel. Tout le monde sera heureux. Il n'y aura plus de guerre et plus de famine. Ce serait incroyable, Au moins, peut-être plus de guerre possible. Franchement, si tout le monde faisait un travail sur l'enfant intérieur, je mettrais ma main à couper. Bah oui. Il y aurait moins d'ego. Il y a moins d'ego, il y a moins de... Franchement, la guerre, c'est que ça. Tous les espèces de sociopathes là, qui nous dirigent et qui disent mais moi aussi j'ai... Exactement. Tu dis, mais en fait, moi aussi j'ai la bombe nucléaire. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'étais enfant? C'est ça, qu'est-ce qu'on t'a fait? On te pardonne. Anyhow. Non mais ouais, c'est ça. Ok, top. Bon écoute, merci pour ça, pour Avec plaisir. Ce partage à tes gens, c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a également donné plus de clés sur... À la limite, c'est pas tant, le sujet n'est pas tant Aude, même si c'est elle qui est là aujourd'hui, mais c'est juste dans quelle mesure est-ce qu'il y a certaines phrases qu'elle a pu dire qui vous ont touché, qui ont résonné, de les noter, de dire ok, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que ça touche, pourquoi est-ce que je me reconnais. Et le travail, il est dans ça aussi en fait. Et je pense, comme on l'a dit là en rigolant, que oui, l'objectif c'est de faire un monde meilleur et c'est pas totalement utopique ou quoi. On est obligé d'être tout le temps cynique et de se dire ah oui mais non, on aimerait bien qu'il y ait des... verbaliser, parler au max. C'est ça, parler et surtout prenez soin de votre enfant intérieur parce que si vous le faites pas, il y a personne qui le fera et ensuite vous allez peut-être décider d'avoir des enfants et c'est juste ça va se reproduire de génération en génération et je pense que ça suffit. Ça suffit. Voilà. On casse tout ça. Bon Aude, est-ce que tu as un dernier truc que tu veux partager? Non, je suis dispo. Si les gens veulent discuter de ça, moi, c'est avec grand plaisir. Si, en tout cas, je peux expliquer mieux certaines choses que j'ai dites, c'est avec grand plaisir. Ou expliquer mieux mon parcours sur ça, ce sera avec plaisir. Et puis sinon, il y a Valérie pour les choses sérieuses. Il y a Valérie, mais en vrai, il y a moi, c'est clair, et avec grand plaisir. Mais ce que je me disais, et ce que je pense que je vais répéter aussi, c'est que, à la limite, si vous passez pas par moi, c'est ok.
tant que ça ouvre une porte. C'est ça. C'est ça le truc, faut que ça ouvre une porte. Et peut-être que la porte, ma porte, elle vous fait kiffer et c'est cool. Totalement. Peut-être que ça vous fera pas kiffer, vous aimez pas ma gueule. C'est pas grave, tant que ça vous dites, ok, peut-être que je vais trouver ou chercher d'autres personnes avec qui ça résonne. Si ça ouvre la lumière, si ça vous... Si après ce podcast ou les autres épisodes, vous vous dites... Ouais, en fait, je pense que j'ai besoin de parler, de crever les abcès. Exactement. S'il y en a, c'est pas juste un abcès. Non. Ah là, c'est gangréné, là, c'est... non, il faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir de ça. Ça a été pour nous, by the way. Ah oui, ça a été là. Par contre... Non, et puis ça se voit partout, ça se voit partout. C'est pas possible de vivre dans ces conditions. Nous, on veut que vous ayez une belle vie. C'est ça. Donc voilà, moi, je vous souhaite que du bien, que du positif et de faire ce chemin à votre rythme. Pas de pression. C'est clair. Et enfin, dernière question. Quel conseil donnerais-tu à ton enfant intérieur aujourd'hui avec tout ce recul? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Continue de te reposer. T'as fait un bon job d'enfant. T'as fait vraiment... Enfin, t'as été excellente. Moi, je trouve que t'as été... si je suis là aujourd'hui, c'est que t'as fait le job. Donc bravo à toi. Yes, we like it. Merci infiniment d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. On se retrouve je sais pas quand parce que je ne sais pas quel sera le rythme de ce podcast. Mais en tout cas, si vous voulez si tu veux savoir quand est-ce que ça sort, tu vas juste sur le compte Vibe avec ton enfant intérieur sur Instagram ou tu peux me suivre sur Instagram également, Valérie DJMS. Bref, toutes les informations dans la barre d'infos. Je mettrai également les informations d'Aude. Voilà, en attendant, prenez soin de votre enfant intérieur. Prends soin de ton enfant intérieur. On en a besoin. Bisous! Bisous! Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe